Dou, 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 dou. Aujourd'hui, on va parler d'extraterrestres et à la fin de notre vidéo, allez-vous y croire? Probablement pas. Mais vous allez être divertis. Restez avec nous. Ça va être intéressant. Oui. Sue, Oui? crois-tu aux extraterrestres? Mais oui, j'y crois parce que c'est moi l'extraterrestre. Tu comprends-tu? Si tu oublies les terrestres, moi je suis surtout extra, tu comprends? Mais c'est ça. Extra chiante, extra... Wow, 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 wow. Là, Moi, là, là. moi, je suis un sceptique, hein? Tu le sais. Oui. Mais je veux y croire. Hein? I want to believe, comme là, Mhm. derrière moi, là. Je sais, Scully, je sais. Logiquement, il est évident que si la vie est apparue sur notre petite planète, ben, elle peut être apparue aussi sur une autre planète parmi les milliards de milliards de milliards de milliards de planètes dans l'univers. Hein? Pourquoi qu'on serait si unique à ce point-là, là? Les scientifiques, là, ils disent encore aujourd'hui qu'il n'y a aucune preuve concluante de l'existence des extraterrestres. Mais là, moi, je dis, wow, attends une minute, là, hein? Hein? Parce que, comme je dis, pour ceux qui veulent y croire, il y en a plein de preuves tout partout autour de nous. Mais oui. Mais malgré tout, à chaque fois qu'on lance des arguments, il y a des contre-arguments. C'est pour ça que je dis, si vous voulez y croire, vous allez y croire. Puis, si vous êtes sceptique, c'est pas notre vidéo qui va vous convaincre. Mais rien n'est noir et blanc, hein? C'est ça. Ben non, la preuve, c'est gris. Oui, c'est ça, exactement. Sous Mhm, certains dessins découverts dans des grottes datent mhm. entre 12 000 et 13 000 ans avant Jésus-Christ. Et pourtant, ils semblent bien représenter des engins volants, comme ce dessin découvert dans une grotte à Millau, près des Pyrénées, en France, ou cette gravure d'un joint de cylindre mésopotamien, ou comme ce dessin datant d'au moins 8000 ans avant Jésus-Christ, découvert dans le nord de l'Italie. Wow. Certains évoquent de façon troublante des tenues d'astronautes modernes. Et que dire des fameux géoglyphes dans le désert de Nazca au sud du Pérou? Mhm. Tellement immenses qu'ils sont invisibles du sol. Mais oui. On se demande bien à qui ils étaient destinés, à leur dieu. Et je pourrais parler aussi des pyramides d'Égypte, dont on commence à peine de nos jours à deviner de quelle façon les Égyptiens ont pu s'y prendre pour transporter ces immenses blocs de pierre de 50 tonnes. Mhm. On ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'ils ont peut-être eu une aide. Mais oui. Quand on constate la forme du crâne de leur roi et de leur reine, ça ressemble vraiment à des têtes d'extraterrestres. Je sais que les nobles pratiquaient l'élongation crânienne en compressant la tête des enfants dans un bandage de tissu très serré jusqu'à ce qu'ils arrivent au terme de leur croissance. Ouais. Mais on peut se demander pourquoi ils avaient cette couture aussi barbare pour ressembler à leur dieu. Et sous, il y a, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'il y a une autre civilisation très avancée appelée les Paracas, qui eux aussi avaient des crânes allongés. Eux, ils vivaient au Pérou, c'est-à-dire là où il y a les étranges dessins géants sur le sol dont on vient de parler. Ouais.
Si on demande à n'importe qui, comme moi je te demande, dessine-moi un extraterrestre, Mhm. il y a de fortes chances que tu dessines une grosse tête, des grands yeux noirs en amande. D'où vient cette image? Pourquoi cette image précise? Vous êtes-vous déjà demandé la question? Ça vient d'une première description de témoins ou c'est une image qui était déjà dans l'imaginaire collectif? Parce que l'une des premières descriptions des petits gris vient d'un roman de H.G. Wells. Et il y avait pour titre Les premiers hommes dans la Lune. Oui. Dans son roman, Wells décrit les habitants de la Lune comme des êtres de petite taille, à la peau toute grise, avec un grand front, sans nez, avec des yeux protubérants et une démarche étrange. Tout ça, c'est dans le livre écrit en 1901. Ce type d'extraterrestre qui est le plus souvent décrit, c'est ce qu'on appelle les petits gris. C'est, comme je disais, l'allure classique associée aux extraterrestres. Cette créature semble communiquer par télépathie. Et ce sont toujours les petits gris qui semblent impliqués dans les enlèvements et dans les examens d'êtres humains. Et détail intéressant, beaucoup de victimes d'enlèvement ont dit avoir vu parmi les petits gris d'autres gris, mais à l'apparence plus humaine, comme issus d'un croisement génétique. Depuis le temps qu'ils nous sondent notre trou de cul, ils ont peut-être réussi à comprendre notre système de reproduction et ont pu inséminer nos femelles terriennes. Il y a aussi les anciens. Les anciens, ça ressemble beaucoup à une version adulte des petits gris. Ils sont souvent vus avec les petits lors des enlèvements et ils semblent superviser les examens. Ils ont l'air beaucoup plus sinistres et menaçants que les petits gris. Il y a une autre famille d'extraterrestres qu'on appelle les reptiliens. C'est des êtres humanoïdes à l'apparence d'hommes lézards. Ils ont une peau de lézard, de grands yeux avec des pupilles comme des fentes verticales. Une autre catégorie d'aliens, c'est ceux qu'on appelle les nordiques. Eux, ils ressemblent énormément aux humains. En tout cas, suffisamment pour passer inaperçus parmi nous. Mais pas vraiment inaperçus. Disons qu'ils feraient tourner les têtes. Ils sont beaux. On les appelle les nordiques parce qu'ils sont très grands. Plus de 2 mètres. Et très costauds. Les cheveux blonds clairs, les yeux bleus clairs et leur peau très pâle. Il fut un temps où les ovnis préoccupaient tellement la population, surtout les Américains, que le gouvernement y a lancé officiellement des commissions d'enquête pour recueillir les témoignages et étudier les preuves des ovnis. Le projet Blue Book est la 3e et la plus célèbre des études sur les ovnis effectuées par l'armée américaine. L'étude a commencé en 1952. L'étude a brutalement pris fin en décembre 1969. L'armée américaine a conclu que la plupart des témoignages résultaient de mauvaises perceptions de phénomènes naturels comme des nuages, des étoiles, etc. ou d'avions conventionnels mal connus du public de l'époque, comme l'avion U-2 ou A-12. Mais malgré tout, il y a une petite partie des témoignages récoltés par l'armée qui ont été, après enquête et analyse minutieuse, classés inexpliqués. Et ces témoignages ont fini par être rendus publics, conformément à la loi sur l'information. Mais les noms, ainsi que toutes les infos personnelles, en ont été supprimés. Bien entendu. La zone 51, c'est le nom donné à une base militaire ultra secrète située dans un lac asséché du désert du Nevada nommé Groom Lake. Oui. Cette base, qui fait pas moins de 2,9 millions d'hectares de long, existe depuis 1955. Mais la CIA a admis son existence seulement en 2013.
que le gouvernement américain a, on ne sait pas pourquoi, 60 ans après sa création, enfin décidé d'admettre que la mythique zone 51 existe, Ouais. mais Ouais. refuse encore de dévoiler ce qui s'y passe à l'intérieur. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, que cache cette mystérieuse zone 51? Beaucoup pensent que l'armée américaine a secrètement récupéré les restes d'au moins une soucoupe volante et aussi ses occupants après un crash, et il les aurait cachés à l'intérieur de cette base pour pouvoir les étudier, comprendre leur technologie et, par rétro-ingénierie, construire des engins semblables pour pouvoir mieux détruire, envahir les autres pays et dominer le monde. Ce qui nous mène à parler de l'affaire Roswell. Quoi là? Le 8 juillet 1947, le propriétaire d'un ranch à Roswell, au Nouveau-Mexique, un certain William Brazel, découvre dans son champ des débris argentés et brillants, éparpillés sur une surface d'environ 80 mètres de large et 1 km de long. Ça fait beaucoup de débris. Comme tous les autres ranchers, Brazel avait déjà souvent eu à dégager des débris de ballons sondes, des ballons remplis de gaz qu'on utilise pour prendre des mesures dans l'atmosphère pour des prévisions météo. Mais ces débris-là, ce matin-là, n'avaient rien à voir. En fait, leur aspect était si étrange que Brazel a voulu les montrer à ses proches voisins. Et ceux-ci furent si impressionnés qu'ils lui conseillèrent tout de suite de contacter les autorités. Et une fois sur place, le shérif a décidé que la découverte était assez importante pour contacter le commandant du 509e escadron, le colonel William H. Blanchard. Ah bon? Blanchard a demandé plus tard au porte-parole du Roswell Army Airfield de faire un premier communiqué de presse pour annoncer qu'ils ont récupéré un disque volant écrasé à Roswell. Alors, suite à ce communiqué de presse, Blanchard a contacté le général Roger M. Ramey de l'Air Force, qui, lui, le général, il a ordonné le transport des débris à la base aérienne de Fort Worth par avion afin de les examiner. Mais le lendemain, Ramey a publié un rectificatif annonçant que les débris n'étaient finalement pas ceux d'un disque volant, mais seulement ceux d'un ballon sonde. Ouais, c'est ça. Plusieurs photos furent alors prises montrant Ramey, le lieutenant-colonel Jesse Marcel et le colonel Thomas J. Dubose posant avec les débris de ballons sondes comme des épais. Sauf que pendant une entrevue donnée 31 ans plus tard, le colonel à la retraite, Jesse Marcel, a affirmé que ces débris ne ressemblaient à rien qu'on puisse trouver sur Terre. Non, oui. Il a aussi affirmé que les débris montrés aux journalistes par le général Ramey n'étaient pas du tout ceux que Marcel et lui ont transportés à la base. Les vrais morceaux étaient faits d'un matériau totalement inconnu, extrêmement léger et qui avait des propriétés inexplicables. Quand on les tordait, par exemple, et qu'on les compressait, ils reprenaient instantanément leur forme d'origine, sans aucun pli. Charles Berlitz affirme avoir interviewé, pour son livre, pas moins de 90 témoins qui contredisent la thèse du ballon sonde. Un autre livre écrit par Stanton Friedman et Don Berliner prétend que pas moins de 8 corps d'extraterrestres auraient été ramassés ce jour-là avec les débris au ranch de Brazel et sur un deuxième site de crash. Les forces aériennes des États-Unis ont tenté par 2 fois de clore l'affaire en publiant 2 rapports définitifs. Le premier, en 1985, avoue finalement que les débris de Roswell provenaient en fait de faux ballons sondes,
modifiés pour l'espionnage. Un second rapport publié en 1997 était censé être l'explication finale de l'affaire par les militaires. Pour tenter d'expliquer la rumeur des cadavres d'extraterrestres, le rapport a fait état du parachutage de mannequins anthropomorphiques dont la récupération a été vue par des témoins oculaires. Pour l'Air Force, les témoins ont involontairement mélangé les événements qui ont eu lieu après 1953 à ceux de 1947. En 1989, une entrevue passe à la télévision locale de Las Vegas. Dans cette interview, on y voit le reporter George Knapp s'entretenir avec un certain Robert Scott Lazar, qui prétend être un physicien et avoir travaillé avec d'autres scientifiques de décembre 1988 à avril 1989 au secteur 4, une base de recherche souterraine creusée à flanc de montagne, classée top secrète, située sous le sable du désert du Nevada, à une vingtaine de kilomètres au sud de la zone 51, sur le projet le plus secret du monde, la propulsion d'un nouveau genre d'appareil militaire ressemblant à des soucoupes volantes. Au fur et à mesure qu'il a travaillé pour tâcher de comprendre les mécanismes de propulsion de ces engins, il a commencé à réaliser que la technologie de ces machines-là était tellement avancée que ça ne pouvait absolument pas venir d'ici, et donc que leur origine devait forcément être extraterrestre. Lazar a affirmé carrément que le gouvernement américain gardait sous terre, dans le désert du Nevada, des engins spéciaux extraterrestres qu'elle a récupérés sur plusieurs sites de crash d'OVNI. Lazar a même dit qu'il gardait captifs des extraterrestres vivants. Et il a même précisé que ces créatures viendraient du système Zeta Reticuli. Et il a donné tellement de détails. Et l'une de ces choses était un élément chimique, à l'époque encore inconnu sur Terre. L'élément atomique 115, aussi connu sous le nom de ononpentium. D'après Lazar, cet élément permettait d'obtenir une poussée gravitationnelle plus puissante que tout ce que nous pouvons imaginer. Et je répète qu'en 1989, l'élément 115 n'existait pas. Le problème, c'est que Lazar disait qu'il était diplômé du MIT, au Massachusetts Institute of Technology, probablement l'université de sciences et technologies la plus prestigieuse du monde, carrément. Mais malgré des recherches intenses, on n'a jamais pu trouver la moindre trace de son passage à cette université. Lazar prétendait également avoir travaillé au début des années 80 au Laboratoire national de Los Alamos. Encore une fois, l'un des plus prestigieux laboratoires de recherche au monde. Mais, encore une fois, aucun ancien collègue ne s'est jamais manifesté pour confirmer son parcours professionnel si prestigieux. Aucune archive ne contenait son nom. Rien. Quand on interrogeait Lazar sur les raisons pour lesquelles on ne trouve rien ni personne pouvant confirmer ou corroborer son parcours, il répondait toujours que le gouvernement avait effacé son passé dans le but de le discréditer et probablement menacé ses collègues de sévères représailles s'ils osaient parler. Toujours est-il que Bob Lazar, faute de crédibilité, est vite tombé dans l'oubli. Pendant 15 ans, on n'a presque plus entendu parler de Bob Lazar, sauf pour ses quelques ennuis avec la justice, parce qu'en 1990, il a été arrêté et a plaidé coupable de proxénétisme. Il avait ouvert un bordel où il faisait travailler des prostituées. Ensuite, il a déclaré une faillite personnelle et s'est recyclé dans le développement de photos à son propre compte. Puis, en 2006, lui et sa femme sont accusés de trafic de substances chimiques illégales. Et finalement, en 2007, il doit payer une amende de 7 500 $ pour avoir vendu des matériaux chimiques
destinés à fabriquer des feux d'artifice illégaux. Tout ce parcours n'aide pas du tout à la crédibilité de Lazar et ne ressemble en rien à un physicien surdoué, diplômé du MIT, mais peut-être bien à un individu qui en a bavé après qu'on ait effacé son passé et toutes ses accréditations. Peut-être qu'il s'en est sorti comme il a pu, comme tu disais. Non, oui, Je pense aussi la même chose. Si tu as plein de diplômes d'école, puis tu n'as plus ça, mais où tu veux travailler, tu vends le pute et de tu as l'argent. Tu comprends? Mais voilà, son histoire n'est pas finie. Parce que en 2004, une équipe de scientifiques internationaux annonce la découverte d'un nouvel élément chimique. Et tu te doutes, l'élément 115, l'onampentium, exactement le même nom que dans le discours de Lazare en 1989. Comment Bob Lazar connaissait un élément chimique qui n'existait pas, qu'on a découvert en 2004. Parce qu'il a dit la vérité? Il n'y a aucun doute. Il ne s'est jamais contredit, une seule fois, dans aucune de ses nombreuses entrevues. Et il a passé plusieurs fois, avec succès, le test du détecteur de mensonges. Ouais. Mais alors, il n'y a personne qui peut dire qu'il est menteur. Et ça se peut pas. Moi, je veux y croire. Le 19 septembre 1961, Barney et Betty Hill, qui venaient de passer une semaine de vacances au Canada, étaient sur leur chemin de retour vers Portsmouth, au New Hampshire. Vers 22 heures, Barney remarque dans le ciel une lumière qui se déplace d'une manière étrange. Au moment où il s'arrête pour une pause, Barney observe la curieuse lumière avec ses jumelles. Et il distingue un objet en forme de disque avec deux ailes courtes, munies de deux lumières rouges. Comme l'objet semble foncer droit sur eux, ils regagnent leur véhicule et ils démarrent. Lorsqu'ils arrivent à leur maison, ils réalisent qu'ils ont 2 heures de retard sur l'horaire qu'ils ont prévu. En plus, ils constatent que leurs montres se sont arrêtées, les deux. De plus, Barney remarque des griffures sur ses chaussures en cuir et il y a des douleurs au dos, comme si on l'avait traîné sur le sol. Après ça, Betty commence à faire de terribles cauchemars. Elle développe aussi une perte d'appétit, de la mélancolie puis de l'angoisse. Au bout de plusieurs traitements sans résultat, leur médecin de famille les envoie à un psychiatre qui diagnostiquera un stress post-traumatique. Il les oriente alors chez un collègue spécialiste en hypnothérapie pour qu'il tente un traitement régressif. Alors, le 14 décembre 1963, le couple commence des séances d'hypnose qui dureront plus de 7 mois. Pendant ces séances, Betty et Barney ont raconté qu'après avoir observé l'OVNI, Barney a essayé de lui échapper en fonçant dans un chemin forestier dans lequel leur véhicule a fini par caler. L'OVNI a atterri à 60 mètres de la voiture et une dizaine de petites créatures en sont descendues et se sont dirigées vers les Hills. Les créatures auraient fait monter le couple dans l'engin volant et leur auraient fait subir une sorte d'examen médical. Betty a prétendu avoir réussi à communiquer avec l'une de ces créatures qui lui aurait montré ce qui ressemblait à une carte stellaire et lui aurait demandé si elle pouvait situer la Terre sur la carte. Betty en était incapable. Les créatures ont reconduit Betty à la voiture où Barney l'attendait déjà, en lui disant qu'ils allaient tout oublier de cette expérience. Le docteur Simon, le psychiatre, a conclu que le couple Hill était de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ne mentait pas. Le couple Hill a fait de nombreux dessins de l'OVNI
des créatures, des cartes et des symboles qu'ils ont vus dans l'engin spatial. En 1969, Marjorie Fish, une astronome amateur, a affirmé avoir trouvé des concordances entre les dessins de la carte stellaire réalisée par Betty et un modèle en 3 dimensions des constellations connues. Et elle a conclu que la carte que Betty prétendait avoir vue représentait la Zeta Reticuli. Tu te souviens, Bob Lazar en a parlé? Mhm. Un chirurgien américain, le docteur Roger Leir, Mhm. est devenu un spécialiste dans les années 90, jusqu'à sa mort en 2014, Mhm. d'extraction d'implants d'extraterrestres. Durant une période de plus de 20 ans, il a opéré des dizaines de personnes pour extraire de bien curieux objets de l'intérieur de leur corps. Ces opérations et les analyses des objets qu'il a retirés ont été amplement documentées. Et les experts jurent que ces objets sont composés de matériaux complètement inconnus sur Terre. Et certains seraient même radioactifs. Et là, c'est le temps de parler du plus convaincant récit d'enlèvement des extraterrestres. Oui, le cas de Travis Walton a eu droit à une vraie enquête policière Mhm. et le témoignage de 6 témoins dignes de confiance qui étaient tous sur place. Ouais. Alors l'histoire se passe en 1975 à Snowflake, en Arizona. Mhm. Travis avait 22 ans à cette époque. Travis et ses 6 confrères travaillaient comme bûcherons. Alors le 5 novembre 1975, Mike Rogers obtient le contrat de nettoyer une immense zone d'environ 5000 km² de terrain Mhm. au milieu de la forêt nationale. Mike savait que ce contrat allait être extrêmement exigeant et difficile. Mhm. Mais au bout de 3 jours de travail acharné et sans répit, alors qu'il faisait nuit Mhm. et que les gars étaient complètement exténués, ils ont rangé leur équipement dans le camion et ont pris la route vers la ville pour quelques heures de repos. Mais durant le trajet, sur le chemin à travers les bois, ils ont vu une lumière dans le ciel. Mhm. Bien sûr, c'est Travis qui a insisté pour aller voir de plus près. Alors le camion s'aventure un peu plus près de la lumière et quand il passe quelques arbres, ils ont vu un énorme engin dans le ciel en forme de disque, entre 15 et 30 mètres au-dessus du sol. L'intrépide et inconscient Travis a sorti du camion. Et là, tout à coup, les autres gars se sont tous mis à crier à Travis Ouais. de revenir au camion. Ouais. C'est Mais dangereux, Travis, reviens, Travis reviens. continuait de s'approcher de l'OVNI. Et quand Travis se trouvait pile au-dessous du Mhm. disque flottant, Oui. il était tétanisé, comme en transe. Et juste au moment où Travis décida enfin à faire demi-tour Il pouvait plus. et retourner au camion, qu'il y a un immense rayon de lumière qui l'a frappé, paf, Mhm. comme un éclair. Ouais. Tout le reste Wow. de son équipe l'a vu se faire projeter en l'air et retomber environ 6 ou 7 mètres Ouais. plus loin. Ouais. Et là, Mike Rogers et son équipe Mhm. ont tous réagi avec panique et ils ont tous décidé de fuir les lieux au plus vite. Tous convaincus que Travis était déjà mort Ouais. après ce qui venait de lui arriver. Ouais. Mais, après quelques instants, Mike, Mhm. qui avait un peu retrouvé ses esprits, arrête le camion et dit « Ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas le laisser là-bas comme ça. Mhm. Faut qu'on y retourne. » Quand ils se sont approchés de l'endroit, ils ont remarqué tout de suite que la lumière n'était plus là. Puis, une fois arrivés pile à l'endroit où ils l'avaient laissé, il n'y avait plus de Travis. Ouais. Tous les 6 se sont mis à courir partout dans les bois en criant son nom. Travis! Travis! Ils l'ont cherché pendant un bon moment. Ouais. Mais Travis n'était plus là, nulle part. Désespéré, il n'avait pas d'autres idées que d'aviser la police. Bien sûr, le shérif n'a pas cru leur histoire à dormir debout. Il a cru que quelque chose de grave était arrivé à Travis, puis qu'ils ont inventé cette histoire d'OVNI pour tenter de camoufler un accident ou pire. Ouais.
Dès le matin suivant, le shérif et son adjoint ont organisé un immense déploiement de ressources dans le but de retrouver Travis Walton. De nombreux bénévoles et des chiens ont passé au peigne fin toute la forêt nationale, mais bien sûr sans réussir à trouver Walton. Mais Ni- ni aucun trace, rien. Aucun indice, d'aucune Rien. sorte. Rien. Alors, pendant que tout le monde continuait à fouiller sans relâche partout dans la forêt, les deux shérifs sont venus dire à Mike et à son équipe que s'ils se décidaient à dire où se trouve le corps de Travis, ils se montreraient conciliants avec eux. Ils ajoutèrent que, de toute façon, ils savent qu'ils l'ont tué. Mike et son équipe ont commencé à sentir une pression immense sur eux. Alors, le temps a passé et tout le monde en ville était certain que les gars avaient tué Travis et avaient tenté de monter ce bizarre canular. Personne ne les croyait innocents. Pas même leurs femmes. Ouais, c'est débile. C'est ça le plus débile Ouais. aussi. Et le shérif était devant une impasse. Parce que malgré ses soupçons, il ne pouvait rien prouver. Non. Pas de corps, pas de meurtre. Alors, il a Idée. demandé aux 6 gars s'ils étaient prêts à passer le test du polygraphe, Mhm. le détecteur de mensonges, pour prouver à tout le monde leur innocence une fois pour toutes. Les gars ont dit oui. Le shérif a fait venir en ville l'un des meilleurs experts en polygraphe, et un par un, ils ont tous passé avec succès, Mhm. excepté un gars. Ouais, mais il était bien nerveux. Il n'avait pas échoué, mais le test, pour lui, était moins concluant. Le shérif, devant les résultats des tests de polygraphe, ne savait pas quoi faire de plus et Ouais. Travis restait introuvable. Jusqu'à ce qu'il réapparaisse. Mhm. Mais c'était 5 jours après. 5 jours plus tard. 5 jours, quelques heures et quelques minutes, il a dit dans l'interview. Au début, Tout Travis nu. se souvenait de rien. Juste qu'il s'est réveillé couché sur le bord de la route. Mhm. Il s'était retrouvé seul, en pleine nuit, sur la route, sous la pluie. Mhm. Il se sentait faible Ouais. et déshydraté. Ouais. Il a réussi à se rendre à une heure de repos qu'il reconnaissait. Il savait qu'il se trouvait bien dans sa ville, à Snowflake. Il a pu téléphoner à son frère. Bien sûr, son frère n'arrivait pas à le croire. 5 jours. Tout le monde le pensait mort ou je sais pas quoi. Travis, qui avait du mal à parler à cause de sa gorge complètement asséchée, lui dit de venir le chercher, ce que son frère a fait. Quand son frère lui demande où il était pendant tout ce temps, pendant ces 5 jours durant lesquels tout le monde s'est tant inquiété pour lui, Travis, sous le choc, lui dit « Comment ça, 5 jours? » Cette révélation lui a fait l'effet d'un choc terrible. Son frère n'avait aucun moyen d'empêcher le shérif Gillespie de venir voir Travis. Ce qu'il a fait. Il a pu constater que Travis était en état de choc. Péniblement, Travis répondait aux questions du shérif. Il a confirmé toute l'histoire de ses 6 collègues. Mhm. Après ça, le shérif Gillespie abandonne son enquête. Il laisse tomber. Il n'y a pas de mort et la Ouais. victime confirme Ouais. la version des témoins. Alors, durant son interview pour le National Enquirer, Travis dit qu'il a été percuté par un puissant jet de lumière. Puis, il se souvient d'avoir repris conscience en présence de ce qu'il a d'abord pris pour des docteurs, portant des masques chirurgicaux. Il ne les distinguait pas bien parce qu'il était aveuglé par une grosse lumière orange. Sa première pensée a été que le rayon lumineux qui l'avait heurté l'a sans doute blessé et qu'il était dans un hôpital entouré de médecins et de professionnels de la santé. À mesure que sa vue se clarifiait, il a commencé à mieux distinguer ce qui l'entourait. Il a vu une sorte de boîte étrange qui recouvrait sa poitrine et l'un des individus qui l'avait pris pour un docteur était en train de regarder dans la boîte. Puis, cette créature humanoïde s'est lentement approchée du visage de celui de Travis, jusqu'à être vraiment très près. Et c'est là que Travis a eu la peur de sa vie. Il s'est rendu compte que 3 de ces créatures l'entouraient. Il a saisi le premier instrument qu'il avait à portée de main et s'est mis à le balancer dans tous les sens en hurlant pour que les 3 créatures ne s'approchent pas de lui. Les 3 le regardaient avec curiosité, sans vraiment réagir. Puis ils ont quitté la pièce, en laissant Travis seul à l'intérieur. Juste avant que la porte de la pièce se referme, Travis les a vus sortir dans un couloir et tourner vers la gauche. La porte n'était pas verrouillée.
Il a pu sortir de la pièce. Dans le couloir, il a tourné à droite dans l'autre direction, puis a trouvé une autre pièce. Il est entré dans cette nouvelle pièce où il avait un fauteuil vide. Et il a vu que quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Quelqu'un d'humain. Il a parlé à l'individu, lui expliquant qu'il s'était fait enlever et qu'il cherchait une sortie, mais il s'est aperçu que son interlocuteur restait muet, sans expression. Quand il a regardé ses yeux, il a vu que son regard était complètement vide. C'est là que l'homme l'a saisi et assis de force au fauteuil. 2 autres individus, à l'air humain, se sont joints à lui pour l'immobiliser sur le fauteuil et lui ont mis un genre de masque à gaz sur le visage. Il a perdu conscience et quand il s'est réveillé, il se trouvait sur la route, tout seul. Si on parlait du Chupacabras, c'est toi qui as suggéré qu'on en parle. Oui, En il faut. 1995, la portoricaine Madeleine Tolentino Mhm. a aperçu un bien étrange animal alors qu'elle regardait par sa fenêtre à l'extérieur de sa maison à Canovanas, une petite ville à l'est de San Juan, à Porto Rico. Mhm. Ouais, c'est bien elle. Elle a décrit la créature comme étant bipède, c'est-à-dire qu'elle marchait sur 2 pattes, Mhm. avec des yeux complètement noirs, Ouais, une peau reptilienne avec Mhm. des épines le long de sa colonne vertébrale. ouais, exactement. Elle a logiquement déduit que c'était la créature qui était responsable des attaques animales qui se multipliaient à cette époque dans son quartier. Mhm. Des cadavres d'animaux mutilés retrouvés un peu partout. Madame Tolentino a été le premier témoin d'une longue série qui a donné la légende du Chupacabras, ou le suceur de chèvre Ouais, c'est ça. en français. Ouais, c'est ça, de chèvre, oui. Son nom vient du fait qu'on a presque toujours retrouvé des cadavres de chèvres à proximité des lieux où ces apparitions ont été signalées. Et ces cadavres étaient complètement vidés de leur sang, Oui, mais il n'y avait aucune blessure. sauf des petites piqûres apparemment. Ouais, sur le cou, mais exactement dans la veine. C'est Pourquoi? ça, le jugulaire. Ouais. Sa présence a été plus tard signalée au Mexique, en Argentine, au Chili, en Colombie et aux États-Unis. On a souvent spéculé que le Chupacabras était un être hybride, issu d'un croisement d'ADN extraterrestre avec un chien ou une autre espèce animale. En 1993, l'affaire de Roswell regagne l'intérêt du public quand un certain Ray Santilli, un producteur londonien, affirme qu'il possède le corps d'un des extraterrestres morts pendant le crash de Roswell et qu'il possède également un film authentique, vieux de 50 ans, qui montre l'autopsie d'un extraterrestre. Ah! Le film a fait sensation et a été commercialisé par Santilli sur des cassettes VHS vendues dans 27 pays dans le monde sous le titre de l'extraterrestre de Roswell. Pendant plus d'une décennie, le film est considéré comme la preuve ultime de l'existence des extraterrestres, de la véracité de l'affaire de Roswell et de la conspiration de l'armée et du gouvernement. Mais, en 2005, malheureusement, Santilli avoue finalement que son film est complètement fake. En 2007, la Warner Brothers produit un documentaire qui explique que la créature était fabriquée par un certain John Humphreys en latex et contenait des organes internes de moutons. Ah bon. Bon appétit. Le 11 septembre 1997, 4 ans après l'autopsie bidon que je viens de parler, un incident étrange est survenu en direct à la radio lors d'une émission appelée Coast to Coast AM, animée par le populaire animateur conspirationniste Art Bell. L'émission était en général consacrée au surnaturel et surtout aux théories de conspiration. Et cet épisode en particulier s'intéressait à la zone 51. À un moment donné, durant l'émission, un homme, apparemment extrêmement stressé, appelle et prétend être un employé de la zone 51 en fuite.
Ouais. Il explique Ben oui. qu'il est en danger et qu'il n'a pas beaucoup de temps parce que sa position va très vite être retracée. Mhm. Il parle confusément d'êtres extradimensionnels détenus dans la zone 51 et d'un plan du gouvernement pour changer notre monde. On peut écouter d'abord l'extrait de... Oui, il faut. C'est assez convaincant, c'est très stressant. On se sent mal juste en l'entendant. Mhm. Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens, Art, they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military. I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... Plus rien. Silence radio. La transmission est soudainement interrompue. Mais ils ont coupé les choses. Comme si on avait voulu le faire taire avant qu'il Ouais. dévoile plus Ouais, d'informations. c'est ça. Après un long moment, on entend enfin l'animateur qui explique qu'en plus de 30 ans de carrière, c'est la première fois qu'il perd la connexion au transmetteur. Plus tard, on expliquera à Art Bell qu'il y a eu un problème avec un satellite. Le genre de choses qui n'arrivent jamais. Ben, c'est ça. Puis, le 28 avril 1998, l'équipe de la même émission reçoit un autre appel, supposément du même individu, qui dit s'appeler Brian. Et cette fois, il explique que tout ça n'était qu'une blague, une mise en scène qu'il avait imaginée pour passer à l'histoire de cette émission dont il est un fan, mais que la transmission a été coupée avant la fin de sa performance. Vraiment. Art, l'animateur, lui demande alors de parler comme le personnage, de reprendre sa même voix stressée. L'homme obéit et donne une performance similaire. So, what can I do to prove my claim here? Well, I guess you could give us a little of what you gave us then so that we could hear it and know it to be you. Are you sure you want me to do that, Art? I'm positive. Don't, Art, please. I don't want you to ask me to do this. If I start doing that guy, Sauf que, voilà. De l'avis de plusieurs auditeurs, cette deuxième performance sonne proche, mais pas identique. Ben, tu vois. Et donc, ils en concluent que le deuxième appel est fait par un imposteur Mhm. engagé par le gouvernement, Mhm. ou peu importe par qui, Ouais, pour faire croire à une mise en scène et que la vérité reste cachée.
Depuis cette sortie, le fameux Brian s'est manifesté à plusieurs reprises, ce que je ne savais pas avant la recherche de cette vidéo. Il a donné plusieurs entrevues pour expliquer en détail toute son histoire. Son nom complet, c'est Brian Jason Lee Glass. Brian J.L. Glass. Il est un auteur de bande dessinée. Il a entre autres écrit pour Marvel. Ben voyons. La meilleure entrevue que j'ai trouvée avec lui est sur la chaîne Dark World, dont je vais mettre un lien dans la description. Cette entrevue m'a entièrement convaincu. Pour moi, il n'y a aucun doute possible. Pourquoi? Ceux qui prétendent que c'est pas lui, Ouais. ce sont les believers. Ceux qui veulent vraiment y croire à tout prix parce que ils veulent pas accepter l'évidence. Il y a quand même une grande question sans réponse. Je veux dire, il y a un mystère qui reste irrésolu, qui est encore aussi intéressant que l'appel en soi. C'est pourquoi l'émission a été coupée pendant son appel. La communication avec le satellite a été coupée et quelqu'un l'a coupé Mais c'est quelque ça, part. alors c'est vrai, il était là, puis il a dit la vérité. Le 13 avril 2011, une obscure chaîne YouTube voit le jour, portant le nom de Ivan 0135 et présentant 4 courts vidéos muettes, semblant provenir d'une vieille caméra 8 mm, chacune d'une durée de moins de 2 minutes. Ces vidéos semblent dater des années 40 ou 50. La première vidéo nous montre une soucoupe volante en train de survoler une ville ou un village, d'abord filmée du sol, puis des airs. Ensuite, ça coupe sur la vue de plusieurs créatures debout devant une soucoupe qui semble s'être crachée. La vidéo se termine sur un gros plan de l'une de ces créatures étendues avec des individus humains rassemblés autour et qui semblent procéder à des observations médicales et scientifiques. La deuxième vidéo, de loin la plus impressionnante, montre la créature humanoïde, surnommée plus tard Skinny Bob, en gros plan, Ouais, on tous connaît Skinny Bob. alors qu'elle semble être interrogée. Puis, on a droit à un travelling vertical qui montre son corps en détail et se termine sur son visage. On constate qu'il se tient debout sur un genre d'appareil à mesurer. Son aspect est extrêmement fidèle à l'allure classique qu'on attribue au gris, la race d'aliens la plus répandue dans les témoignages de rencontres avec les extraterrestres. La créature, sur la vidéo, bouge de manière très réaliste et ses paupières s'ouvrent et se ferment de manière très convaincante. La troisième vidéo consiste simplement en un texte sur ce qui semble être l'empreinte de la paume de Skinny Bob, qui en gros nous informe que ces vidéos sont authentiques et qu'il s'agit d'une vraie divulgation. La quatrième vidéo, ironiquement intitulée Family Vacation, nous informe grosso modo que depuis 1942, le gouvernement américain effectue des visites diplomatiques aux extraterrestres et tente de négocier sur la façon de mener à bien leurs plans secrets. L'un des militaires aurait apparemment filmé l'une de ces visites diplomatiques entre humains et extraterrestres. Ces 4 étranges vidéos ont été analysées par plein de monde dans le but de prouver qu'elles ne sont que le résultat d'un canular. Mais, jusqu'à ce jour, aucun n'y est vraiment arrivé. Beaucoup d'artistes spécialistes en images de synthèse disent que pour eux, c'est évident que la vidéo est une animation 100% générée à l'ordinateur. Et à défaut de prouver que les vidéos sont fake, on sait au moins que des filtres de grains et de scratch ont été utilisés pour vieillir les vidéos et faire croire qu'elles ont été filmées il y a plus de 60 ans. Ça devient du coup très suspect, parce que si les films étaient authentiques, quel besoin aurait-on de les désagréger? Aussi, toujours sur Reddit, l'utilisateur you-so Called Life One a comparé Skinny Bob aux marionnettes virtuelles créées pour le film Mars Attack de Tim Burton, pour démontrer que l'artiste qui a fait les vidéos a très bien pu partir de ce modèle puis les modifier en l'habillant et en changeant sa tête. Regardez les proportions du corps, les coudes, les genoux, la taille, tout au même niveau et surtout les mains. Les mains sont exactement identiques. Alors, je vous laisse conclure. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'est pas vrai, mais je décide que c'est vrai. Oui, mais c'est bien fait. Il Bravo. est sympathique et je veux qu'il soit mon ami. Fais plus de vidéos. Alors, on va terminer avec les récentes révélations, parce que ces dernières années, il y a eu beaucoup de révélations pour tous ceux qui s'intéressent aux ovnis. Il faut qu'on en parle. 2020,
restera dans nos mémoires comme l'année de la COVID-19. Mais je te dis, ta COVID. Mais 2020 a aussi été une année exceptionnelle en matière de signalement d'OVNI. Savais-tu ça? On dit que le nombre de signalements d'OVNI par des témoins a littéralement explosé en 2020. Ouais. Pourquoi cette année-là? Mais parce que c'est l'OVNI qui nous donne la COVID. Hein? C'est facile de penser à quelque chose de même. Mais 2020 est aussi considéré comme l'année du début des révélations tant attendues du gouvernement américain en ce qui concerne les ovnis. Oui, l'ufologue John Greenwald Jr., dont le site web The Black Vault regroupe plus de 2 millions de documents sur les ovnis, s'est acharné à harceler la CIA pour l'obliger à dévoiler ce qu'elle sait sur les ovnis. Hein? Lui, il y a des couilles. Mais oui, il faut avoir des En couilles. invoquant la loi américaine sur la liberté de l'information qui date de 1966, qui oblige, en principe, les agences fédérales et les forces armées à déclassifier et à transmettre leurs documents à tout citoyen américain qui en fait la demande. C'est simple de même. En 2020, le gouvernement américain a visiblement consenti à dévoiler plus d'infos que jamais auparavant. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Demande-moi pas pourquoi en 2020, je ne sais pas. La CIA, par exemple, grâce aux demandes répétées de Greenwald, a rendu public plus de 2700 pages de documents auparavant gardés secrets. Ces pages relatent des dizaines d'incidents concernant des objets volants non identifiés, de mystérieuses explosions en Russie et même une rencontre du troisième type. La CIA a même rendu public des vidéos sur le web montrant des ovnis survolant les États-Unis. Également en 2020, le Congrès américain a fait officiellement la demande aux responsables du département américain de la Défense et aux agences du renseignement de lui soumettre un rapport sur tout ce qu'ils savent concernant les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus OVNI, on dit PAN. Mais même le Pentagone a répondu à cette demande en rendant public pas moins de 8 rapports de rencontres avec des phénomènes aériens inexpliqués. Hey, ça se dit mal. Des phénomènes aériens inexpliqués. Et 3 vidéos de la US Navy. Malheureusement, pas vraiment des soucoupes volantes, mais quand même des objets qui se déplacent à grande vitesse et qui accélèrent Ouais. dans l'un des espaces aériens les mieux surveillés au monde, sans qu'on ait réussi à les identifier. Mais moi, je peux faire ça sur la Terre. Hein. Moi, je suis tellement vite que personne me voit. C'est vrai. Mais c'est pas rien, hein? C'est quand même important. Là. C'est une Oui, année ben oui, importante c'est ça, là, dans c'est l'ufologie. ça. Oui. Mais ça ne prouve pas du tout une origine extraterrestre. Ben... Ça pourrait par exemple être des sortes de drones militaires russes technologiquement très avancés, destinés à espionner les Américains, comprends-tu? Là, le gouvernement a décidé de divulguer plus. Est-ce que c'est le début des grandes révélations ou s'il nous prend pour des imbéciles puis qui envoie juste des cossins qui se déplacent pour calmer, pour nous calmer, mais Ouais, qui je pense que c'est possèdent plus beaucoup ça. plus que ça? On ne saura jamais. Ou peut-être qu'on va savoir, je sais pas. De toute façon, je veux y croire. Hey, c'est le temps de conclure. J'espère Ouais. que vous avez aimé notre interminable vidéo. Toi, là, puis toi. Quoi, moi? Non, Moi, ceux-là toi? qui nous regardent, là, puis qui Ouais, ne ok. s'abonnent pas. Hein? Mais oui, on vous Vous regardez toutes nos vidéos, vous 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 allez abonnez pas. réveiller. Vous pensez en que poulet, hein, hostie, six vous n'allez fois, pas vous en bye. sortir comme ça. Si vous aimez ce que nous faisons, Oui. faites-nous le savoir et abonnez-vous. Oui, C'est la sinon- moindre des choses. Sinon, Parce que on nous vous autres, encoule. on est Regardez, découragés. hein. On va prendre cette bouteille de vin, on vous encoule de titre, on prend n'importe quoi, on va mettre dans votre cul. des sondes anales. Oui, c'est ça, on va Parce boire que de ça. on est découragé, on Oui. sent encore, il n'y a personne qui nous voit, puis je sais pas, on se trouve poche, Oui, puis on c'est veut ça. lâcher. Ben là, c'est pas dans votre avantage, vous n'allez plus avoir de chaîne si vous aimez ce qu'on fait, alors faites-nous Oui. le savoir, puis abonnez-vous. Voilà, C'est ça. c'est ça, pouce bleu ou... Des titres. Sinon, des titres. Tu comprends? Attaché sur la table aussi. c'est ça. Et lui, Alors- il a le petit gris. C'est moi le méchant. Ah, Imaginez-vous. ça y est, nous, il faut qu'on redécolle notre engin. Il faut nous boire. attend. Alors, dou. Scalé, calme-toi. Bye bye. Dans votre cul.